Alors maintenant, on veut créer un client Java pour un EJB session déployé dans le serveur JBoss 7. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous créez un projet Java. Maintenant, on oublie, la couche métier il est déjà déployée. Je suis dans une autre machine. Alors je crée un projet Java, Java Project, client EJB. Voilà, finish. Alors c'est un simple projet Java. Alors maintenant, le client, il a besoin de quoi? Un client distant. Le client Java pour accéder à l'EJB session, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'interface remote, n'est-ce pas? C'est normal. Mais également, il a besoin des entités. Alors, les entités et l'interface remote, on devrait les avoir parce que c'est des entités qui sont sérialisables. Envoyer un compte, récupérer un compte, et du coup, donc, si vous voulez, le client, il a besoin d'un fichier .jar. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le projet EJB, vous exportez et vous créez un fichier .jar qui contient l'interface et les entités, n'est-ce pas? Alors, ou tout simplement, dans la phase de test, voilà ce qu'on va faire. J'ai besoin, tout simplement, dans les propriétés du projet, Java Build Path, j'ai besoin donc d'être lié au projet tout simplement. C'est-à-dire le projet client, vous pouvez le lier directement au projet EJB. Mais ça, c'est juste dans la phase de test. Parce qu'après, si vous voulez déployer le projet dans une autre machine, il faut réellement avoir un fichier .jar qui contient l'interface et l'entité. Donc, on va utiliser les deux solutions. Alors, maintenant, ce n'est pas suffisant parce que vous aurez également besoin d'un fichier .jar qui est fourni par JBoss. Alors, pour accéder un client, pour accéder plutôt à un client, plutôt à un EJB session JBoss, donc vous aurez besoin d'ajouter dans le class path, dans libraries, add external jar, et vous cherchez dans JBoss, JBoss bin client. Alors, dans client, vous avez un seul fichier .jar qui s'appelle JBoss client.jar. Alors, ce fichier .jar, on devrait l'avoir, c'est normal, parce que vous aurez besoin de créer un stub, un proxy, n'est-ce pas? Et ce stub, finalement, il est là. C'est-à-dire vous allez utiliser un proxy dynamique qui va permettre d'accéder plutôt à l'EJB session. Alors, si bien que dans la version, dans JBoss version 7, il y a un seul fichier .jar, vous devrez le connaître, mais dans les anciennes versions, il y a beaucoup de fichiers .jar qu'il faut ajouter côté client. Alors, il y a quand même une différence. Alors maintenant, si vous voulez accéder à l'EJB, vous créez une application Java. Client EJB avec la méthode main. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on aura besoin de créer l'objet initial contexte, n'est-ce pas? Lookup, j'envoie une requête vers l'annuaire, je récupère la référence, je crée un stub et je peux commencer à appeler les méthodes. Alors, sauf que je vous ai déjà montré un exemple d'un client EJB pour notamment si vous utilisez JBoss 5. Alors pour JBoss 7, il y a une différence. JBoss 7, il a beaucoup changé, en tout cas beaucoup de paramétrage par rapport aux anciennes versions. Alors c'est pour cela donc je vous recommande d'utiliser donc la technique suivante. Alors je prends juste l'exemple que j'ai ici. Client EJB. En fait, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'un fichier qui s'appelle jboss EJB client.properties. C'est l'équivalent de gndi.properties que vous utilisez dans Initial Context. Alors ce fichier, on va le copier dans le dossier source, past. Alors vous avez donc le fichier, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des propriétés. Alors parmi ces propriétés-là, il y a ce que vous allez garder, c'est l'adresse IP de l'annuaire.
Parce que maintenant, le client, il a besoin de contacter l'annuaire. Alors, l'annuaire, il se trouve en local host. Et le port de l'annuaire, 44, 47. Alors, en fait, dans la version, par exemple, JBoss 5, l'annuaire utilise 1099, c'est-à-dire c'est le port classique de RMI, n'est-ce pas? Donc, comme quoi, dire justement, quand on passe d'un serveur à l'autre, ce qui va changer, c'est ses propriétés généralement. C'est-à-dire, vous spécifiez où se trouve l'annuaire, quelle est l'adresse, plutôt quel est le port utilisé par l'annuaire. Ben après, par la suite, les autres paramètres ne nous intéressent pas. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ça. Et en fait, et le client lui-même, il devrait contenir le code suivant. Voilà. Alors, vous aurez besoin de créer un objet de type properties. Et après, vous aurez besoin d'ajouter une propriété. Alors, normalement, quand vous créez un objet properties, vous pouvez ajouter une propriété. Et une propriété qui s'appelle URL packages, préfixe, c'est dont la valeur doit être celle-là. C'est-à-dire org, jboss, ejb, client, naming. Alors, cette propriété, il faut l'ajouter plutôt à cet objet properties. Et après, vous créez un objet initial context. Mais regardez bien. D'habitude, nous avons déjà utilisé new initial context. Quand vous utilisez, vous créez un objet avec new initial context, par défaut, il va chercher un fichier qui s'appelle gndi.properties. D'accord? Par défaut. Alors maintenant, si vous mettez new initial context de P, alors c'est quoi P? C'est tout simplement des propriétés. Et ces propriétés-là, et bien, tout simplement, la seule propriété que nous avons, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de créer le fichier gndi.properties. Mais tout de même, si vous voulez le créer, vous créez gndi.properties, vous trouverez combien de propriétés? Une seule. Il y a la propriété et voilà sa valeur. Mais ici, donc, nous l'avons directement ajouté via la méthode put. C'est bon? Alors, après, par la suite, donc, ça, c'est l'objet initial properties. Alors maintenant, quand vous utilisez lookup, parce que nous avons déjà utilisé l'objet initial context, lookup, ça veut dire quoi? J'envoie une requête vers l'annuaire, je veux récupérer la référence dans l'objet. Alors maintenant, votre objet, il est référencé comment? Alors, vous spécifiez comme quoi c'est EJB. Alors, quand vous spécifiez comme quoi c'est EJB, automatiquement, il cherche il cherche le fichier de propriété JBoss EJB Client Properties. Parce que si vous mettez Java tout court, il va chercher le fichier gndi.properties c'est-à-dire s'il y a des propriétés supplémentaires. Donc, ça, c'est juste la différence. Alors, ensuite, vous mettez slash le nom du projet. Alors, le module, comment il s'appelle? Alors, c'est pas TP-EJB, notre module s'appelle banque EJB. Banque EJB. Slash, le nom de l'EJB session, c'est BK. Mais nous avons déjà vu qu'il lui ajoute le nom de l'interface. Et quelle interface? C'est remote. Alors, en fait, si vous faites ça, après, par la suite, vous faites un stochastic vers l'interface. Et du coup, donc, vous avez un stub. Alors, si vous créez le stub, maintenant, vous pouvez appeler le JB à distance. Donc, ça, c'est un appel remote. Comment? Je veux ajouter un compte, new, add compte. New, je veux créer un compte avec le solde égale 7000 et avec une date de création égale new date. Alors, c'est donc je suis en train d'utiliser plutôt le connecteur RMI je crée un objet compte, je l'envoie vers le serveur et après c'est le JB Session qui va l'ajouter. Alors si vous voulez consulter par exemple, on veut faire inversement, on va consulter tout d'abord les comptes. C'est list compte égale stub point get all compte. On va afficher les informations sur le compte. Pour chaque compte, c'est de la liste des comptes. J'affiche par exemple le solde. C.getSold. Ici, donc, j'affiche les soldes de tous les comptes. Alors ici, qu'est-ce qui change?
Alors ici, donc ça c'est un accès distant. Et pour dire un accès distant, ça passe obligatoirement par lookup. Je vais vers l'annuaire, je récupère la référence, je crée le stub et je communique. Donc c'est RMI. Mais maintenant, ce qui est différent parfois, ce qui fait la différence entre une application, un client et un autre, c'est tout simplement ces fichiers-là de propriété qu'il faut utiliser. Alors ici, donc, nous avons utilisé cette propriété-là, mais après, on peut l'ajouter dans le fichier gndi.properties. Alors, pour tester le client, donc on va exécuter l'application Java. Run Java application. Alors, si tout se passe bien, si on n'a pas fait d'erreur dans les noms, on devrait avoir... Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Déjà, j'arrive à afficher tous les comptes. Ça signifie qu'il n'y a pas d'exception. Alors, ces messages en rouge, ça vous rappelle toujours Log4j. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, si vous voulez loguer des messages, en principe, il faudrait utiliser le système de log. Alors, on regarde plutôt la base de données. Alors, il y a un nouveau compte qui vient d'être ajouté. Mais sauf que ces deux premiers comptes, ils sont ajoutés via quel protocole? SOAP. Et le troisième compte, il est ajouté via le protocole RMI. Alors, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Parce qu'avec RMI, je crée un objet Java dans une machine que je vais sérialiser, que je vais envoyer dans une autre machine. Et après, c'est le GBC qui va se charger de le rendre persistant. Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Du moment qu'on a créé... Alors, on a créé le client. On a testé les méthodes ajoutées, compte. Mais on n'a pas testé les méthodes verser et retirer. Alors, on va les tester. Donc, pour tester la méthode verser, on va écrire verser, par exemple, le montant. Alors, je vais verser dans le compte numéro 1. Je vais verser le montant 7000. Alors, bien sûr, pour savoir si le versement s'effectue correctement, il faut afficher tout d'abord l'état du compte. Je consulte le compte. Compte CP égale stub. À nouveau, je vais vers le serveur, je récupère le compte. La méthode s'appelle consulter compte. J'affiche le solde. Alors, le solde égal, c'est cp.getSold. Après le versement, je fais pareil. Alors, j'exécute le client. On va changer les perspectives. Alors, regardez bien. Est-ce que ça marche? Le versement ne marche pas. Bien. On est bien d'accord. C'est le même solde. Le versement ne marche pas. On exécute. Il y a quand même le versement qui se fait, n'est-ce pas? Mais pas instantanément. Alors en fait, j'ai une erreur dans le solde, dans le code. Et si j'affiche le solde, mais il faut à nouveau récupérer le compte. On n'a pas fait attention, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je consulte le compte, je fais le versement, et je consulte à nouveau. C'est-à-dire, je consulte, et je fais le travail. Donc ici, avant et après. Donc c'est juste pour consulter. Alors en tout cas, donc ça c'est le client. Nous avons donc montré comment ça marche le client. Alors on va montrer maintenant comment ça marche pour une application web. Alors pour une application web, maintenant on va créer un projet web dynamique. Nous avons déjà créé un projet EJB, nous avons créé un projet Java. Maintenant on va créer un projet web dynamique. Alors Dynamic Web Project, un projet qu'on va appeler banque web. Il utilise quel conteneur? C'est toujours, je vais le déployer dans JBoss.
Finish. Alors, dans le contenu web, alors maintenant, le projet web, lui, il a besoin également, pour communiquer avec le JB, il a besoin de l'interface, n'est-ce pas? Dans un jar. Parce qu'en fait, pour communiquer avec le projet, la couche métier, on a besoin de l'interface. Donc, ça veut dire que les moments qui sont généralement déployés dans le même serveur, on va juste faire des dépendances entre projets. C'est-à-dire, un nouveau projet, je dépends de quel projet? Banque EJB. Donc, j'ai une dépendance avec le projet. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux utiliser l'interface locale, je peux utiliser les entités. Mais après, est-ce que je suis obligé d'avoir le jar? Non. Pourquoi? Parce que le jar, l'ensemble de JV, il est déployé dans le serveur. Et comme les deux projets seront déployés dans le serveur, donc je n'ai même pas besoin de chercher ce fichier .jar, il peut être utilisé. Alors c'est différent du cas du client, parce que le client, quand il sera déployé dans une autre machine, il a besoin de ce fichier .jar parce que ce n'est plus la même machine. Alors en fait, un projet web, donc ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de simple, comme ça. On va créer une vue dans laquelle, par exemple, on va saisir le numéro de compte. Le montant. Et après, un bouton, par exemple, verser. Et un bouton retirer. Et en même temps, on va afficher un tableau qui contient les comptes. Bon, c'est juste pour avoir donc, le numéro de compte, le solde et la date de création. On peut voir les comptes créés. À chaque fois qu'on fait le versement, on peut remarquer si le solde a changé ou pas. Mais pour faire ça, donc, vous pouvez bien utiliser Spring MVC, vous pouvez utiliser donc. Mais si on va revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est Servlet JSP. Alors pour créer donc cette application, qu'est-ce qu'il a? Mais je l'ai déjà lancé, non? Alors je crois que vous avez perdu vos capacités. Alors je crée un contrôleur. Alors c'est quoi un contrôleur? C'est une servlette. Je vais l'appeler contrôleur servlette. Le package web. Alors c'est quoi une servlette? Une servlette, c'est une classe qui hérite de la classe HTTP servlet. Vous vous rappelez? Et dans laquelle vous avez la méthode de get et la méthode de post. Et de get, de post. Chaque méthode reçoit les paramètres request et response. HTTP servlet request, HTTP servlet response. Alors ça c'est une servlette. Alors pour déployer une servlette, il y a deux moyens. Nous avons dit soit utiliser le fichier web.xml ou bien vous utilisez la notation. Quelle est la notation qui permet de déployer une servlette? C'est web servlet, c'est pas service. Qu'est-ce qui vous arrive? Je déploie une servlette, web servlet. Il faut lui donner un nom. C'est contrôleur CS. Et après, URL pattern. Alors, les URL pattern, qu'est-ce que je mets? C'est un tableau en fait pour spécifier les différentes URL que je peux utiliser pour accéder à la servlette. Par exemple, ici, pour accéder au contrôleur, je dois taper une URL qui se termine par / contrôleur. Alors, quand vous déployez une servlette comme ça veut dire que vous n'avez pas besoin du fichier web.xml. N'est-ce pas? Deux manières pour déployer une servlette. Soit avec annotation, ou bien c'est dans le fichier web.xml. Alors bon, ça, comme vous créez la servlette, vous pouvez la déployer. Mais après, quand vous utilisez une servlette de Spring, obligatoirement, on doit le faire dans le fichier web.xml. Parce qu'en fait, dans le fichier web.xml, c'est là on fait le déploiement de servlette. Mais notre contrôleur, il a besoin également. Le contrôleur. Là, je suis dans cette couche. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le contrôleur. On a besoin de servlette. Et je vais créer une vue. Vue banque.jsp. Alors la même chose, le contrôleur, il a besoin de la couche métier. Est-ce qu'on va utiliser quelle interface? Watch local ou la remote?
Ben, local, parce que je suis dans le même serveur. Donc, je suis lié à l'interface locale. Ben, du coup, donc, à nouveau, donc, je dois déclarer une variable de type iBank local. Ça, c'est la couche métier. Alors, à nouveau, pour faire l'injection des dépendances, c'est la notation EJB. Alors, je n'ai pas besoin de chercher. Si vous n'utilisez pas cette annotation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire new initial context, lookup, vous récupérez la référence et vous faites le casting. Alors, je le répète. Si vous n'utilisez pas cette annotation, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le constructeur de servlet, il faut écrire métier égal à quoi? Je vais injecter. Quoi? Il faut tout d'abord créer un objet context ctx égale new initial context. Initial context. Et vous mettez ctx.lookup, le nom. Alors maintenant, quel nom que vous allez utiliser? Vous allez écrire JB, votre projet, banque JB. Il faut écrire le nom de l'objet, comme il s'appelle, c'est BK, point d'exclamation. Il est où le point d'exclamation? Normal, c'est difficile. Je ne me rappelle plus. Il devrait être là. Non? La chercher dans le... Bon, point d'exclamation. Fine, vous copier-coller. Non, mais attendez. Il est là. Égal, égal. Alors, point BK. Et après, le package métier, point l'interface. Banque locale. Et après, je fais un casting vers l'interface locale. Alors après, try catch, bien sûr. Je suis juste en train de vous montrer, mais sur round source, sur round with try catch. Ce que vous voyez. Donc ça veut dire que lui-même, servlet, il contacte la lumière, il récupère la référence, il crée un proxy pour communiquer avec le JV. C'est exactement ce que nous avons fait pour le cas du client. Alors sauf que ce code-là, vous n'avez pas besoin de l'écrire. Donc avec la notation EJB, c'est exactement ce qu'il fait. Juste pour vous dire. Mais ça c'est quoi ça? C'est quel code? Ça c'est un code technique. Technique, c'est pas du code métier. C'est du code technique parce qu'il vous montre comment récupérer une référence à partir de l'annuaire. Mais en réalité, tout ça, vous le supprimez, ce code, ce constructeur. Vous utilisez le constructeur par défaut. On n'a pas besoin. Et vous utilisez la notation EJB. Alors maintenant, en fait, l'injection, elle est là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand j'appelle l'URL, je vais retourner la vue. Return. C'est pas return, c'est request. Comment faire le forward? Point. Get request dispatcher. La vue, comment il s'appelle? Vue bank.jsp. Et on appelle la méthode forward. On va spécifier deux paramètres, request et respace. Ça, c'est le forward. J'appelle la vue. D'accord? Alors, ça veut dire que quand j'appelle, il y a la vue. Mais, alors maintenant, on va créer la vue. On va la créer dans quel dossier? Web Content. New. Alors, JSP file. Alors, on va l'appeler vue bank.jsp. Alors, on va, dans un premier temps, juste faire un test. Et on va voir si ça marche. Parce que vous allez voir qu'en principe, ça ne devrait pas marcher. Alors, regardez maintenant ce que vous avez. Nous avons créé un projet web. On va le déployer. Maintenant, dans JBoss, on va déployer le deuxième projet. On a déjà déployé le projet EJB, mais on va déployer le projet web. Alors, automatiquement, il génère un fichier .war
C'est un projet qu'elle va déployer. Donc, c'est une application. Alors, quand il est déployé, on va voir, regardez, déjà au déploiement, il y a des exceptions. Ben, il vous dit class not found. Il n'arrive pas à trouver l'interface e-bank locale. Alors, en fait, e-bank locale, c'est quand on fait... il y a une condition, c'est que pour que l'injection via EJB puisse fonctionner, il y a une condition. C'est que les projets doivent être déployés dans un même conteneur. Un même container. Ça veut dire quoi? Vous devrez savoir que dans plutôt J2E, nous avons créé un projet EJB, c'est la couche métier. Vous pouvez suivre un petit peu pour ne pas reposer la question tout à l'heure. Dans J2E, on a créé un projet EJB, c'est la couche métier. On a créé un projet web, c'est la couche web, n'est-ce pas? Mais en principe, il y a ce qu'on appelle un projet .ir, Enterprise Project. C'est un projet entreprise, Java Enterprise Project. Alors, en fait, c'est quoi un projet .ir? C'est un projet qui regroupe la couche métier, la couche web et la couche service. Mais comment on le fait? Alors, regardez. Alors, pour vous, c'est la première fois que vous le faites. On crée. Donc, vous avez déjà un projet web. Si vous les laissez comme ça, ce n'est pas un problème. Vous les déployez. Mais le problème, la dépendance entre ces projets-là, c'est-à-dire, ici déjà, on voit que au moment du déploiement, il faut un fichier .jar pour le... même le fichier .jar, il faut l'avoir pour le projet web parce qu'il vous dit que l'interface n'a pas été trouvée. Mais en réalité, ce qu'on va faire, la solution, elle est là. On va créer un nouveau projet. Alors, ce projet, c'est dans Java J2E, Java Enterprise Edition. Vous avez Enterprise Application Project. Enterprise Application Project. Alors, vous avez un projet. L'extension, c'est IR, comme ça. Il va vous générer un fichier .ir, mais à l'intérieur duquel il y a un projet .jar. En fait, le projet EJB, c'est un fichier .jar. Et après, vous avez le projet web, c'est un fichier c'est-à-dire web archive, Java archive, Enterprise archive. Donc maintenant, dans les projets d'entreprise, en réalité, vous créez un projet IR. Et dans le projet IR, vous regroupez l'ensemble. Si vous voulez déployer les projets dans le même serveur, il est plus simple et plus performant de les regrouper dans un même projet. Et dans ce cas-là, l'injection des dépendances peut facilement se faire entre les projets. Donc ça, c'est la remarque à noter. Alors, comment on le crée? Donc, on va créer ce projet. On va lui donner comme nom, donc tout simplement, IR. Bon, juste pour dire que c'est un projet Enterprise Archive. Next. Rassurez-vous, vous n'aurez rien à développer. Alors, vous créez et après, il vous dit quels sont les projets que vous voulez intégrer dans ce projet. Alors, dans ce projet, j'ai la partie EJB et j'ai la partie web. Next. Ben, il dit quoi donc? Vous venez de créer un projet, il est là. Il est déployé. Alors maintenant, ce qu'on va changer, c'est que dans le serveur, on ne va pas déployer les projets d'une manière all-round, mais on va déployer tout simplement le projet ça. Vous avez un seul projet. Mais dans ce projet-là, si vous regardez bien, il contient le projet. Ils vont partager les contextes. Exactement. Maintenant, ils vont partager effectivement le contexte qui va se faciliter l'injection. Alors maintenant, si on fait ça, vous allez voir que plutôt le déploiement se fait sans aucun problème. Et on pourra tester notre servlet. Et pour la tester, on peut directement aller vers localhost 8080 / le nom du projet banque web / contrôleur. Alors si tout marche bien, vous allez avoir
Donc j'appelle contrôleur, la méthode get, il me retourne la vue. Alors ici, donc je vais définir la vue et après on va faire rapidement le reste. Alors vous voyez donc, c'est bien de dire que je suis dans un autre projet. Je suis dans un autre projet web. Et l'injection, oui, l'injection se fait toujours via la notation. Alors maintenant, la vue JSP. Alors on va utiliser donc les tags JSP, GSTL pour faire plus simple. Alors je vous rappelle, pour déclarer les tags JSP, c'est tag clip. Alors IORI égale. Alors c'est HTTP. Alors on va utiliser GSTL core. JSP GSTL core. Et le préfixe C. Alors ici on va créer un formulaire. Action, c'est toujours contrôleur. La méthode, on va utiliser post. Alors dans notre cas ici, on va saisir le numéro de compte avec un champ de texte. Input type égale texte. Name égale num. Si vous voulez, code. Et après, on aura besoin de faire de saisir le montant. La même chose. Input type égale à texte. Name égale montant. Avec deux actions, deux boutons. Verser, input type égale submit. Dans la valeur est versée et le nom, c'est, on va l'appeler action. Et on fait la même chose pour le bouton retirer. Alors, toujours c'est action. Donc je clique soit l'action versée ou bien retirer. Après, par la suite, on va créer un tableau, table. La bordure égale à 1. La largeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lâche. Alors, TR. TH. Alors, vous avez le code, le numéro, le code il y a le compte, il y a la date de création, il y a le solde. Et si vous voulez, maintenant, bon, pour le moment, on ne peut pas savoir dans quelle quantité on va chercher, mais on peut déjà voir. Donc l'essentiel, c'est que quand je clique sur le... quand je clique... Alors bien sûr, bon, ça c'est un problème parce que dans un projet web, il génère un fichier .war, mais après, quand vous faites des modifications, il faut redéployer. C'est-à-dire vous utilisez full publish. Alors en réalité, nous, on a besoin que du projet web full publish. C'est-à-dire je republie, je recharge le contexte de l'application web. Alors j'ai le contrôleur. Est-ce que j'ai bien enregistré, non? Si. Alors, here, full publish. Ouais. Enfin, il faut redéployer le projet. Alors, j'ai donc le numéro de compte. En principe, je saisis le numéro de compte 1, le montant, versé. Alors, j'envoie la requête vers quelle méthode? J'ai envoyé la requête avec la méthode post. Alors, notre contrôleur,
il répond qu'à la méthode get. Alors, dans la méthode post, maintenant, on va récupérer les données. Qu'est-ce que je récupère comme données? J'ai le code long. Code égale à quoi? Request.get paramètre. Le champ s'appelle code. Mais il faut le convertir en long. C'est-à-dire long.parseLong de tout ça. Donc, je connais le code, je connais le solde, double, plutôt montant. Le montant égal, c'est la classe double.parseDouble. C'est toujours, je vais vers la requête, je récupère le champ qui s'appelle montant. Alors, j'ai le montant. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste à faire le versement. J'appelle la couche métier. Je fais appel à la méthode. En fait, je ne peux pas savoir est-ce que c'est versé ou retiré, n'est-ce pas? Il faut l'action, exactement. Je récupère l'action. Alors, l'action, c'est request.getParameter. Le bouton s'appelle. En fait, action, il peut être, d'après notre vue, en fait, action, ça peut être soit versé, soit retiré, de toute façon. Alors, donc, action, et après, je fais un test. Alors, vous voyez ici, donc, on revient à la base, mais avec Spring MVC, c'est un peu plus simple. Alors, ici, donc, je fais un test. If action.equals, c'est-à-dire si je clique sur le bouton retirer, alors, j'appelle la méthode retirer. La couche métier, point retirer. Le code et le montant. Else, métier, point versé. Le code, c'est le code. Et le montant, c'est le montant saisi. Mais une fois que je fais le retrait, je vais récupérer la liste de tous les comptes. Alors, pour récupérer la liste des comptes, et je vais la récupérer, la liste des comptes. Compte égale métier, point, get all compte. Et je vais le stocker dans l'objet request. Alors ici, donc, j'ai importé la classe compte. Request, je vais ajouter un attribut. Add attribute. Request.add attribute. Je vais ajouter dans le set attribute. Add. Request, est-ce que je l'ai appelé request? Oui. Alors, point. Set attribute. L'attribut, ça c'est le résultat. Compte. J'ai la liste des comptes. Voilà. La liste. Et je redirige vers la vue. Et pour rediriger vers la vue, je peux appeler directement la méthode de get, à nouveau. C'est-à-dire de get, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène vers la vue. Et je crois qu'on a terminé. Alors, mais on n'a pas terminé parce que maintenant, dans la vue, il faut afficher, n'est-ce pas? Alors, pour afficher, on aura besoin de faire une boucle. Avec C de point for each. C for each. Alors, for each ça c'est les tags lib GSTL. Donc, c'est items. Alors, $, vous mettez ces comptes. Je vais parcourir les comptes. À chaque fois, je vais utiliser une variable C. Et après, j'affiche les informations sur le compte. Alors, TH, TD. Alors ici, qu'est-ce qu'on va afficher? Ben, on va afficher tout simplement, c'est C.code. Alors, ça vous fait beaucoup de bien de revenir à la base. Et la base de J2E, c'est Servlet et JSP. Alors, solde, plutôt c'est date création, et après il y a solde. Voilà. Alors, je fais le versement sur le compte 1. Montant
9000 versé. Alors la même chose, qu'est-ce qui se passe? Et il faut redéployer. Alors le serveur, le projet IR, full publish. Ben, heureusement que GBoss 7, il est très rapide. Parce que je vous dis rien, dans la version 5, c'est vraiment... La version 5, ça prend beaucoup. Non, certes, la version 5, il est trop long. À chaque fois que vous voulez redéployer ou bien redémarrer le serveur, vous allez penser 50 000 fois avant de le faire. Alors, je reprends. Donc, j'ai le compte 1, 9000, versé. Alors, on va prendre le compte 2. Alors, le compte 2, il y a 8000, on va retirer 2000. Retirer. Est-ce que ça change? Oui. Alors, on va verser dans le compte 3 1000. Le compte 3, c'est 7000, ça devrait être 8000. Et ça marche. Alors, ça, c'est un passage... Hein? Alors, est-ce que vous vous rappelez dans Servlet? Alors, dans Servlet, il y a ça. Je récupère le code, je récupère le montant, le type d'action, versé ou bien retiré. Métier. Les deux avant-derniers. Alors. Comme ça, le chargement, il va charger les comptes qui existent. Et voilà qu'il faut déclarer la liste des comptes. Ah, oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire même, dans ce cas-là, dès le départ, il affiche. Tout à fait. CTRL X. Attends. C'est plutôt ces deux lignes. Alors, ces deux-là, on peut les mettre dans doGet. C'est-à-dire, à chaque fois que j'appelle doGet, je récupère la liste des comptes et je le stocke dans le modèle. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va changer? Alors, ce qui va changer, c'est que dès le départ, vous allez avoir... Attends, il n'a pas encore chargé. Voilà. Dès le départ, il vous affiche la liste des comptes. Et quand vous faites un versement... Mais on n'a pas géré les exceptions ici. N'est-ce pas? Si le numéro de compte n'existe pas... Oui. Parce que dans la méthode versée, on n'a pas traité le cas. Si le compte n'existe pas, il fallait générer une exception. Mais c'est pas ce qu'on veut. Il fallait le faire l'interface. Soit l'interface ou la runtime exception. On peut utiliser runtime exception, try catch et on récupère. Alors, je dois juste vous rappeler, avant de terminer, c'est que dans le JB, regardez, dans le JB, on avait créé la méthode versée. Versée, regardez, vous vous rappelez? Quand on verse, on a utilisé persist. Quand on a retiré, on n'a pas utilisé persist. Donc ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas besoin d'utiliser persist. C'est-à-dire il suffit de modifier l'état, automatiquement, il est mis à jour. Donc on n'a pas besoin de le faire explicitement. Il se fait implicitement. Alors on a vraiment fait un